la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des rendez-vous du politique, cette séance s'interroge sur la gouvernance de la crise climatique. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir aux internautes qui sont nombreux derrière leurs écrans. Je voulais poser un petit peu le décor de la gouvernance climatique. Ça peut sembler totalement abscon, ça l'est sous certains angles, mais en fait c'est assez structuré. On peut partir d'un organisme dont vous avez entendu parler dernièrement, le GIEC, qui est un réseau mondial de scientifiques qui essaie de faire tous les 5-6 ans l'état de l'art de la science climatique, des sciences climatiques, depuis l'océanographie, la mécanique des fluides, en passant par les questions d'adaptation, d'atténuation qui nous touchent plus directement. Donc régulièrement, ils accouchent difficilement dans la douleur de très très gros rapports. Le dernier fait presque 10 000 pages et la dernière version qui est sortie hier après-midi en fait quelques dizaines encore, mais c'est l'idéal pour rentrer dans le vif du sujet. Une fois que cet état des lieux a été dressé, le politique s'empare normalement des choses. Alors au niveau international, d'une part, dans le cadre de la Convention de l'ONU sur les changements climatiques, tous les ans, il y a une espèce de parlement mondial du climat qui se réunit, ça s'appelle une COP. La prochaine aura lieu dans un État pétrolier. Et on essaie d'avancer, on essaie de fixer de nouveaux objectifs, on essaie de faire le point sur ce qui s'est fait, on essaie de convaincre les pays du Nord de donner de l'argent aux pays du Sud, on essaie de faciliter les transferts de technologies, on essaie finalement de faire en sorte que 180 pays qui n'ont rien en commun, dont la géographie est différente, l'histoire aussi, essayent de changer leur modèle de développement. C'est dire si c'est difficile et c'est pour ça que c'est si long. Ces COP accouchent elles aussi d'objectifs. De temps en temps, les derniers ont été édictés par la France, enfin sous l'égide de la France, lors de la COP 21 qui s'est tenue il y a quelques années sur l'aéroport du Bourget. Et là, on s'est dit qu'il fallait viser la neutralité carbone au mi-temps du siècle et qu'il fallait, si possible, stabiliser le réchauffement entre 1,5 degré dans l'idéal, voire 2 degrés. Les gens du GIEC nous disent que ça va être très compliqué. Après, ça descend, ça percole, et l'Union européenne se saisit de la chose, fait des paquets énergie-climat qui sont des trains de mesure plus ou moins cohérents. Le dernier en date a été édicté en 2008. Il nous disait d'abattre nos émissions de 20% entre 1990 et 2020. On a tenu l'objectif, pas forcément de la façon dont on l'avait imaginé, mais on l'a tenu. Celui qui est en cours d'élaboration, le pacte vert, est bien plus ambitieux puisqu'il devrait nous commander d'abattre nos émissions cette fois de 55%, toujours entre 1990 et 2030. 2030, c'est dans 7 ans, c'est-à-dire que en 7 ans, nous devrions faire 2 fois plus que nous avons fait ces 20 dernières années, ces 30 dernières années. La France, évidemment, prend en charge les choses. Elle édicte une stratégie nationale bas carbone qui essaie finalement de prendre en compte tout ce qu'on lui a dit précédemment et de le mettre en œuvre dans son cadre administratif, politique, géographique. Cette stratégie nationale bas carbone vise environ l'échéance de 2050, avec l'objectif d'arriver à la neutralité carbone, et ça se décline en différentes politiques. Alors il y a, pour la politique énergétique, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va bientôt être révisée, qui elle fixe des objectifs plutôt à l'échelle de 10 ans. Et donc nous dit combien d'éoliennes, combien de chaudières à bois, combien on devra construire, si possible, combien de bétail on devra enlever de notre cheptel pour réduire les émissions agricoles, etc., etc. Il y a un autre volet, une autre politique qui s'appelle le Plan national d'adaptation,
qui, pour l'instant, est assez sobre, on va dire, mais qui lui aussi est en cours de révision, et on verra probablement que des mesures drastiques devront être imposées aux communes du littoral qui voient le niveau de la mer monter, à certaines communes des massifs alpins qui voient de temps en temps la montagne descendre pour le coup, probablement aussi aux espaces qui sont menacés par des inondations. Tout ça est en cours et dans les prochains mois, vous allez voir sortir du chapeau une nouvelle stratégie nationale bas carbone, une nouvelle PPE, un nouveau plan national d'adaptation. Tout ça percole encore au niveau des régions. Les régions doivent faire également leur programmation, leur schéma. Le plus imposant d'entre eux s'appelle le SRADET, qui généralement est basé sur des informations totalement biaisées et obsolètes. Mais c'est avec ça quand même que les régions doivent essayer de planifier leur action climatique, puisqu'elles sont légalement plus ou moins les chefs de file de l'action climatique en France. Certaines vont de l'avant, comme la Nouvelle-Aquitaine, qui a créé son mini-GIEC. Elle a été la première région à le faire pour poser un bilan des effets des changements climatiques dans la région, avec ses conséquences sur les activités humaines, et essayer de proposer à l'exécutif régional toute une série de politiques, aussi bien dans le domaine de la pêche, des transports, de l'agriculture, pour faire en sorte d'atténuer les effets de ces changements climatiques sur les activités humaines. Dernière strate, les communes, les intercommunalités, qui elles aussi doivent mettre en œuvre leur stratégie. Alors ça s'appelle des plans climat, air, énergie, territoriaux. Là aussi, c'est compliqué parce que les communes n'ont pas toujours les moyens humains, les moyens techniques pour imaginer ces plans qui sont somme toute assez complexes, et les politiques ne sont pas toujours assez outillés pour prendre des décisions qui souvent sont difficiles. Par exemple, interdire l'urbanisation d'une zone côtière, là où il est bon d'attirer le touriste, par exemple, interdire l'activité en montagne, etc. Tout ça est en cours et devrait sans doute donner lieu à quelques débats publics très intéressants. Le prochain aura sans doute lieu dans cette région, en Île-de-France, puisqu'il sera question de réorganiser en partie le service de l'eau potable. Le syndicat régional nous propose d'installer des systèmes de traitement d'eau potable extrêmement performants, mais sont tellement performants qu'ils produiront de l'eau déminéralisée qu'il faudra reminéraliser. Au total, c'est une eau plus chère dont le traitement polluera les fleuves et accentuera la pression sur certaines nappes phréatiques. La CNDP organise un débat là-dessus, ce sera l'occasion d'y revenir. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec Bettina Laville, qui, Mathilde vous l'a dit, est une routière des conférences internationales sur le climat. Et c'est intéressant de voir avec elle d'où nous sommes partis. Vous allez voir qu'on est parti d'assez loin depuis les années 70. Et justement, qu'est-ce que les hommes et les femmes qui ont rédigé finalement la Convention climat dans les années fin des années 80, début des années 90, qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Comment imaginaient-ils cette gouvernance du climat? Bonjour à tous d'abord. Alors, je pense que il faut voir comment effectivement cette affaire est née. Et elle est née en France, en fait, puisque la décision initiale a été prise au sommet de l'Arche, donc en 1989, quand même, hein, pas tout à fait 70, mais c'est vrai qu'il y avait 10 ans de travaux scientifiques et surtout d'alerte scientifique, particulièrement aux États-Unis d'ailleurs, et avec l'Organisation météorologique mondiale. Et il y a beaucoup, depuis une dizaine d'années, d'historiens qui se sont penchés sur l'occasion manquée qui s'est produite aux États-Unis, puisque les scientifiques avaient vraiment vu un peu avant d'autres, et puis certains scientifiques européens, le lien entre l'augmentation de la température et les activités humaines de la civilisation industrielle, lien qui, par rapport aux gaz à effet de serre, avait été vu scientifiquement bien avant. Mais là, on voyait que toutes ces activités faisaient monter la température.
Et puis en fait, il y a eu beaucoup de lobbies, en particulier pétroliers, qui ont arrêté ce mouvement de conscience. Et c'est finalement, et ça je pense qu'il faut, nous sommes dans la bibliothèque François Mitterrand, donc il faut dire que la France a joué un rôle important. D'ailleurs, elle a joué un rôle important, Recart et Mitterrand main dans la main, c'était assez rare pour que ce soit dit, qui ont sensibilisé au sommet de l'Arche avec de toute façon des résultats scientifiques qui commençaient à être alarmants finalement. Et en 89, donc ce sommet de l'Arche, c'est-à-dire un an après la création du GIEC, parce que finalement on avait beaucoup avancé sur une communauté scientifique qui avait surmonté ces divergences et qui s'était groupée en communauté scientifique. En 89, c'est là que la décision de faire une convention cadre sur les changements climatiques a été prise. Alors à partir de là, ça a été un peu la course en fait, de novembre 89 au sommet de Rio, c'est-à-dire juin 92. L'ONU, alors c'était pas au départ l'ONU d'ailleurs, c'était en fait un organisme de l'ONU qui s'appelait le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, qui s'appelle l'ONUE maintenant, et qui était en charge de cela avec l'Organisation météorologique mondiale. Et en fait, c'était la prolongation des scientifiques, c'est-à-dire ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la décision politique devait découler des observations scientifiques, et on en était à cette époque uniquement à se demander comment on allait contenir un réchauffement climatique dont on ne prévoyait à l'époque pas encore la vitesse, hein, c'est clair, mais je veux dire que les scientifiques nous disaient alarmant. Sauf que, et c'est pour ça que ça a été une période passionnante et finalement un peu compliquée, sauf que toutes ces personnes qui étaient dirigées par un homme absolument remarquable qui est Jean Ripper, ne pas confondre avec Jean-Maurice Ripper qui est aussi remarquable et qui est son fils qui est un ambassadeur. Jean Ripper avait été directeur des Nations Unies et donc en fait le président de la République française a trouvé qu'avec son expérience il pouvait parler à peu près à tous les peuples, à tous les dirigeants. Et il s'est très vite rendu compte que, en fait, on n'allait pas du tout faire comme on avait cru, c'est-à-dire qu'on n'allait pas rester entre scientifiques, mais qu'on allait passer, et c'est le nom de la conférence de Rio, de l'environnement au développement, parce que immédiatement les pays en développement nous ont dit à nous, pays riches entre guillemets, eh bien, vous avez une responsabilité là-dessus, puisque c'est vous, les nations industrialisées, qui avez envoyé, à cause de vos activités, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Deuxièmement, en même temps, vous nous avez privés de nos ressources puisque vous avez colonisé une partie de nos pays. Et troisièmement, déjà, les observations scientifiques montraient que l'hémisphère sud allait être peut-être, ce qui est de plus compliqué maintenant d'ailleurs à dire, mais allait être plus impacté que l'hémisphère nord. Et de plus, il restait des pays pauvres par rapport à nous. Donc, pour tout vous dire, la vraie négociation n'a commencé que en 1991. Et vous l'avez rappelé, moi j'avais la chance d'être à cette époque-là auprès du président de la République. Et en fait, si vous voulez, Jean Ripper venait nous rendre compte tous les mois et était très très inquiet parce qu'à chaque fois qu'il y avait une négociation, une réunion, on se demandait si elle allait aboutir. Et je dois dire qu'en 15 mois, et ce qui est quand même absolument extraordinaire pour une négociation, qui est une première mondiale, hein, il faut bien le dire. Je veux dire, il faut bien voir, c'est ce que j'essaie toujours de souligner, que c'était une première convention mondiale sur ce qu'on appelait pas encore, mais si, c'est quand même dans les textes de Rio,
un bien public mondial, un bien commun, et que ça n'avait pratiquement jamais été fait. Il y avait des conventions environnementales nombreuses, mais une globale comme ça qui emmenait, si j'ose dire, tous les pays, voilà. Alors, finalement, on est arrivé à un texte, donc c'est la Convention cadre, qui a été ratifiée en juin 92, qui était accompagnée de 2 autres textes. La Convention sur la biodiversité, ça c'est très important parce que c'est 2 conventions différentes et elles sont d'essence tout à fait différentes, on en reparlera peut-être après. Et une 3e convention qui n'a pas été signée à Rio, qui a été signée 1 an plus tard à Paris, qui était une convention sur la désertification. Sans celle-ci, le reste n'eût pas été possible. Pourquoi ? Parce que l'Afrique bloquait complètement les négociations en disant c'est une convention finalement pour les pays riches. Vous êtes encore une fois en train de demander à la terre, à toute la terre, à tous les peuples de la terre, de vous protéger, vous pays riches, pour continuer de polluer. Voilà, il y avait cette atmosphère-là. Et donc on a fait cette convention de désertification qui était finalement un mécanisme qui donnait de l'argent aux pays qui étaient en risque de désertification plus importante, de manque d'eau, etc. Mon grand regret personnel, c'est et je dis ça à la veille de la convention, enfin pas de la convention, mais de la réunion de l'ONU sur l'eau, c'est qu'il n'y a pas eu de convention sur l'eau. Il se trouve que beaucoup ont dit que la convention de désertification servait de convention sur l'eau. C'est absolument pas vrai, parce qu'elle est dans des zones, elle s'applique à des zones tout à fait précises, comme son nom l'indique, désertiques. Et d'autre part, il faut bien dire que tout ce qui est partage de l'eau mondiale, etc., eh bien, il n'y a pas d'enceinte internationale. Alors maintenant, il y a un objectif de développement durable, un ODD, dans lequel on essaye de traiter ça. Et à mon avis, c'est un sujet qui a remonté très certainement. Voilà. Donc ça, c'est pour... vous me posiez la question de l'origine. Et quelle était au départ l'idée de Jean-Maurice Ripert ? Est-ce que c'était de gouverner le climat ? Est-ce que c'était déjà de fixer un objectif à la communauté internationale ? Alors, il n'y a pas d'objectif, en l'occurrence, dans la Convention cadre. Il y a le fait de contenir. Le mot, c'est contenir l'augmentation. Il y a 2 choses, j'allais dire très mignonnes, pardonnez-moi l'expression, dans la Convention par rapport à l'actualité. Il y a contenir l'augmentation et ce qui à chaque fois me rend très mélancolique quand je relis l'article, c'est l'article sur l'adaptation, puisque il y a un article sur l'adaptation, donc déjà en 92, vous avez le duo atténuation-adaptation, mais l'article sur l'adaptation dit faire en sorte qu'on prenne des mesures afin que toutes les espèces aient le temps de s'adapter au changement climatique. Voilà. C'est dit même de manière encore plus précautionneuse. Alors, Jean-Maurice Ripert, en fait, son expérience a fait qu'il a très très vite compris que ça allait être une convention plus développement qu'environnement. Et on n'en sort pas. Depuis 40 ans, c'est exactement la même chose. Il a eu, en fait, c'est pour tout vous dire, pour l'histoire, c'est son adjointe, c'est Delphine Borion, qui était une très jeune diplomate, qui a fini par sortir cette expression qui a mis tout le monde d'accord et qui aujourd'hui est vraiment la colonne vertébrale de la Convention, c'est les responsabilités communes mais différenciées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là-dessus, il y a eu un accord global parce que les pays pauvres étaient contents parce qu'il y avait une responsabilité et donc on reconnaissait que le Nord avait une responsabilité. Ils ont obtenu, et ça c'est vraiment très important, une responsabilité commune, et d'ailleurs le débat a été repris pour le traité de Paris, le débat a été repris à la dernière COP en l'occurrence, parce que en fait, responsabilité commune, ça veut dire que tout le monde est responsable, y compris les petits pays qui émettent très peu. Et si on n'avait pas ce socle de responsabilité commune, il n'y aurait pas d'accord universel. Bon. Mais différencier, et ça, le mot différencier est le socle du fait que les pays du Nord vont donner de l'argent aux pays du Sud pour se mettre à niveau du changement de modèle, comme vous disiez. Voilà. Bon. Et alors, il y a quelque chose qu'on a écarté à Rio,
qui est revenu dans ce qu'on appelle le principe brésilien et qui revient aujourd'hui au galop, c'est la responsabilité historique. Ça, la responsabilité historique, c'est pas dans la Convention, mais on était arrivés, les négociateurs, à l'écarter. Mais en fait, le Brésil a ressorti 10 ans après cette affaire de responsabilité historique, et aujourd'hui, elle revient en boomerang. Pourquoi ? Parce que l'affaire est tellement grave aujourd'hui et est tellement importante sur le plan financier que les pays du Sud disent non mais responsabilité commune mais différenciée c'est bien joli, mais vous ne déclinez pas le différencié puisque vous avez mis 10 ans de trop à nous donner les fameux 100 milliards que vous nous aviez promis à Copenhague en fait, hein, réitéré à l'accord de Paris et toujours pas donné entièrement. Bon allez, on est à 92 maintenant, mais enfin on les a toujours pas donnés complètement. On les donnera je pense uniquement à la prochaine COP, mais vous avez une responsabilité historique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire historique ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que on ne va pas compter à partir de 1990, qui est normalement la date à partir de laquelle on fait tous les comptes, si j'ose dire, des émissions, mais à partir de, en gros, 1750. Donc ça englobe toute une période historique, toute la période coloniale, etc. Et à partir de cette période coloniale, ça leur donne le droit de demander des compensations. Et aujourd'hui, les compensations, c'est sur la table. C'était sur la table de Sharm el-Sheikh, il y a 6 mois. Oui, c'est ça, il y a 6 mois. Et aujourd'hui, ça va être un des grands sujets. Alors, ce qu'on appelle les pertes et dommages. C'est différent. Les pertes, alors c'est différent. Alors là, on rentre dans les détails de la Convention. C'est très différent. Les pertes et dommages, vous avez en fait 3 niveaux. Vous avez l'adaptation. Alors ça, vous avez 4 niveaux. Vous avez l'atténuation. Le monde, et vous l'avez dit en introduction, doit descendre. C'est le niveau de ces gaz à effet de serre, avec évidemment responsabilité différenciée, des obligations différentes suivant son niveau de vie, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez l'adaptation, dont personne n'a parlé jusqu'à à peu près, je dirais 5-6 ans. Il y a quand même un article, qui est l'article 7, je crois, à l'accord de Paris. Et là, ça explose parce que comme le réchauffement, malheureusement, je ne vais pas dire explose parce que le GIEC n'aimerait pas ce terme. Enfin, comme manifestement le réchauffement est important, l'adaptation est d'autant plus importante parce que il y a quand même des contrées où le degré est quand même largement dépassé. Hein. Il faut bien voir que c'est une moyenne, le 1,5 ou le 1,7, etc. Après, vous avez les pertes et préjudices. Alors ça, c'était quelque chose d'un groupe de pays qui était à l'origine de la Convention, qui s'appelle AOSIS, ça veut dire l'Union des petites îles, qui font partie du groupe des pays pauvres. Alors les pays pauvres, il y a la Chine dedans maintenant. Alors ce qu'on appelait le G77 et qui est maintenant le G110, je crois. Et ces pays-là, en fait, c'est les petites îles, c'est-à-dire c'est les gens qui disent, mais attendez, on est atteint déjà par le réchauffement climatique, donc on a des pertes et des préjudices. Et là, il y a eu enfin, mais seulement l'année dernière, donc à Sharm el-Sheikh, à la COP27, il y a eu enfin un mécanisme de pertes et préjudices qui est à l'étude, qui va mettre effectivement 3-4 ans à se construire. Et vous avez la compensation. Et là, les pays du Nord ont une frousse terrible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne voulaient pas de fonds spécifiques sur les pertes et préjudices, parce que ils pensent que, pour l'instant, le mécanisme pertes et préjudices, il est circonscrit aux dommages réels, si j'ose dire, aux cyclones, aux inondations, etc., tandis que la compensation, elle peut être globale. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu différent. Après, malheureusement, presque 3 décennies de négociations, avez-vous l'impression qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent, et auquel cas ça risque de prendre encore un peu de temps, ou est-ce qu'on a finalement touché un peu le fond de ce qui était humainement possible de faire à 195 ? Alors, d'abord, il faut bien voir que l'enceinte climatique, ce n'est pas seulement l'enceinte des COP. Ça, je crois qu'il faut vraiment le dire. Le climat aujourd'hui est un des thèmes principaux des G7, des G20. Le climat a donné lieu à une stratégie de l'OTAN
Ça, je crois qu'il faut vraiment le savoir. Pourquoi? Parce qu'on évolue vers un concept de sécurité humaine. Et évidemment, le climat est complètement, enfin, le réchauffement climatique met en danger la sécurité humaine. D'autre part, ce qui est très intéressant, c'est que le climat s'est invité, alors que beaucoup de pays étaient complètement opposés, mais maintenant personne ne s'y oppose, même la Chine et la Russie, qui s'y opposaient au départ, sur beaucoup l'influence d'ailleurs de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne ensemble. Le climat s'est invité 4 fois au Conseil de sécurité. En 2007, la première fois, en 2011, en 2021 et en 2023. 2023, c'était sur la montée des mers, à cause justement de ce concept de sécurité humaine. Donc, il faut bien voir que la première réponse à votre question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin au niveau de la gouvernance? On va forcément aller plus loin parce que le climat, à mon sens, et d'ailleurs la perte de biodiversité, va tout envahir, je veux dire. Bon, alors j'aurais dit ça de manière plus péremptoire avant les déclarations de la guerre en Ukraine, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres choses qui envahissent, mais en tout cas, je veux dire, là, c'est quand même, voilà. Il est par exemple caractéristique qu'au dernier G20, l'arbitrage très important justement sur pertes et préjudices s'est fait au G20 et pas à la COP. C'est-à-dire que les chefs d'État ont dit on y va. Bon. Et alors qu'il y avait justement que le gros thème, on attendait le G20 sur la guerre en Ukraine. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on peut aller plus loin? Finalement, entre la Convention, qui, contrairement à ce qu'on a dit, est le premier accord universel sur le climat, et l'accord de Paris, qui est donc la deuxième brique, je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin au niveau des principes de gouvernance, surtout dans un multilatéralisme qui est quand même aujourd'hui extraordinairement fragilisé. C'est déjà miraculeux que ça tienne, hein, je veux dire. Donc, il faut, vu l'éclatement du monde, etc. Prenez l'exemple de la Chine. La Chine, je veux dire, marche, si j'ose dire, dans la COP, hein, dans les mécanismes de l'accord de Paris. Alors, je ne dis pas que les informations sont toujours fiables, etc. Mais bientôt, vous savez, avec les observations satellitaires, personne va pouvoir beaucoup mentir, en l'occurrence. Hein. Donc, je veux dire, c'est quand même une gouvernance qui fonctionne. Le problème, c'est plus la gouvernance, j'allais dire, des principes et du droit, c'est l'effectivité. C'est-à-dire, c'est comment faire en sorte, vous avez très bien débuté en nous montrant toute l'échelle jusqu'à la région et jusqu'à notre ville, etc. Et vous allez le montrer beaucoup mieux que moi. Ensuite, eh bien, je veux dire, c'est évident que c'est ça, c'est l'effectivité, c'est la mise en œuvre, c'est le désir de faire, c'est, comment dirais-je, c'est le consensus sur le fait qu'il y a réchauffement, je veux dire, voilà, je suis à peu près persuadée que on est tous d'accord là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui n'en sont pas du tout persuadés. On voit toujours des articles sur certains États des États-Unis, etc. Et vous savez, il y avait le principe de Rio, c'était du global au local et du local au global. Bon, maintenant, on est au local au global parce que le global a fait à peu près ce qu'il a pu. C'est-à-dire que quand j'entends beaucoup, évidemment, je suis d'accord avec ça, que les chefs d'État ne font pas assez, etc. Ils font, et quand on dit ils font assez dans les déclarations, ils ne font que déclarer. Oui, mais c'est des déclarations juridiques. Le problème, c'est le politique, c'est la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre est extrêmement difficile parce que ce qu'on n'a pas vu au départ, et c'est pour ça que le départ de 88 est assez intéressant, c'est que tout ça, c'était pas une affaire simplement de physiciens, etc. C'est une affaire sociale. Et le principal problème aujourd'hui, c'est l'équité. C'est-à-dire, c'est l'équité des pays devant des phénomènes qui les touchent. Et c'est, en fait, l'augmentation dramatique des inégalités dans le monde qui font que les pays pauvres sont de plus en plus sourds et de plus en plus en colère. Et même à l'intérieur de chaque pays, c'est vrai, enfin, c'est le fameux truc des fins de mois et des
fin de siècle. Hein. C'est-à-dire que les gens sont, je veux dire, à partir du moment où vous avez une frustration à cause des inégalités, on a beaucoup de mal à se projeter. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et dans la mise en œuvre aujourd'hui, il y a finalement deux populations. Je pense que Bruno Latour avait très bien vu ça. Il y a une espèce de population avancée, en particulier aujourd'hui les jeunes, en particulier les villes, certains grands-maires des grandes villes, des gens qui sont dans l'agroécologie, beaucoup d'ONG, etc. Et puis vous avez toute une masse de population qui d'abord souffre du réchauffement climatique et qui ne sait pas vraiment comment prendre le problème, je veux dire, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc c'est un défi immense et pour ça, le dernier rapport du GIEC est assez intéressant parce que d'abord il prononce un mot très important. Il parle pas d'avenir de l'humanité, il parle de survie de l'humanité. Donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, vous savez quand il faut voir que le GIEC a quand même une réunion politique à la fin avec les scientifiques, comme l'UICN d'ailleurs, à la fin de chaque session, et ils ont laissé passer le mot survie, je veux dire, vous voyez, donc ça c'est extrêmement important. Donc ça c'est la première chose. Et deuxièmement, ce GIEC-là parle énormément d'égalité et d'acceptation sociale, si vous voulez. Et ça, c'est nouveau. Les 4 premiers rapports du GIEC n'en parlaient pas. Peut-être une façon de dire que la lutte contre le réchauffement est un projet de société. On va changer d'échelle maintenant. Obligatoirement. Syria Emelianov, vous êtes une géographe et spécialiste des villes. En règle générale, les urbains émettent plus de gaz à effet de serre que les gens qui habitent à la campagne. On dit que il y a des chiffres qui circulent. On dit que les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre anthropique sont d'origine urbaine. Et malheureusement, ou heureusement selon les cas, il y aura de plus en plus d'habitants de villes au détriment des habitants des campagnes. Est-ce qu'on peut faire des villes, des espaces, j'ose pas dire décarbonés, mais en tout cas moins carbonés qu'ils ne le sont aujourd'hui? Bonjour également à la salle et merci pour votre question. Oui, effectivement, on a l'habitude de considérer les villes, en particulier les métropoles, comme des gros points noirs en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les villes, parce qu'elles regroupent l'essentiel de la population, sont aussi les principales émettrices de CO2. Mais ce n'est pas tant le fait d'habiter en ville qui rehausse l'empreinte carbone que le fait d'accéder dans pas mal de pays à un niveau de vie et de consommation plus élevé. Ça, c'est important de le comprendre. Les émissions de CO2 sont avant tout corrélées au niveau de revenus, de richesse, en fait. Et cette corrélation est beaucoup plus signifiante que le fait d'habiter en ville ou à la campagne. Scientifiquement, on a des chiffres. Une façon de dire que le Parisien émet beaucoup plus que l'habitant de Lagos. Voilà, voilà, c'est vraiment en fonction du revenu. Et puis effectivement, les villes émettent beaucoup de CO2 parce qu'elles concentrent tout simplement les populations humaines. Alors, les villes ne sont pas seulement des corps qui émettent du CO2. C'est aussi des corps qui émettent du CO2 par leur fonctionnement, mais par leur mode de consommation, principalement, on le verra, on y reviendra. Ce sont aussi des pouvoirs politiques. La ville, c'est un pouvoir politique, un pouvoir local, une autorité de régulation, pouvoir de régulation, qui joue un rôle dans la gouvernance du climat. Et je voulais d'abord revenir là-dessus, parce que vous avez fait des poupées russes emboîtées. Or, en fait, on peut faire l'histoire inverse. Enfin, on peut penser que les villes, les territoires locaux ont été à l'origine, en fait, des enjeux de transition, de sortie des énergies fossiles, etc. Alors bon, les choses, c'est complexe, ça chemine, il y a des interactions. Mais depuis les années 90, on a vu s'affirmer une diplomatie des villes pour le climat, portée par des réseaux de villes, qui ont été créés pour l'occasion et dès l'apparition du rapport du GIEC de 1990, le premier, 3 réseaux de villes se sont montés, ICLEI en particulier, qui ont effectivement réussi à inscrire sur l'agenda politique local l'idée de porter des plans locaux
des plans climat locaux. Alors, la liste de ces réseaux de villes transnationaux est très très longue. Il y a ICLEI, donc c'est les gouvernements locaux pour la durabilité, l'Alliance Climat, Énergie-Cité, la Convention mondiale des maires pour le climat, le C40, 100 Resilient Cities, la Convention des maires pour le climat, c'est 12 000 villes. Beaucoup d'initiatives. Et ces plans climat locaux, je pense que c'est intéressant de faire un tout petit peu d'histoire, parce qu'on peut faire de l'histoire à tous les niveaux. Ces plans climat locaux sont nés, portés par l'association ICLEI en 1990, et ils sont nés dans le sillage des politiques étrangères locales. Ça, c'est intéressant. Les plans climat étaient à l'origine des outils de politique étrangère locale. Alors, ces politiques s'étaient déployées aux États-Unis, c'est pas très connu, dans les années 80, sur la côte ouest et est, portées par des maires très progressistes qui n'étaient pas du tout d'accord avec la politique fédérale des États-Unis. Et ces villes qui s'étaient dotées de départements des affaires étrangères, départements locaux des affaires étrangères, d'une diplomatie des villes, travaillaient dans différents domaines. Elles se jumelaient avec des villes soviétiques à l'époque. Elles accueillaient des réfugiés du Nicaragua. Elles boycottaient les produits d'Afrique du Sud. Elles légalisaient des clandestins. Seattle a fait ça. Et dans cette veine-là, dans ce sillage et dans cette fronde, les plans climat ont été pensés par cette association pour dire, puisque les États-Unis ne ratifient pas le protocole de Kyoto, nous, les maires, on va se donner des objectifs volontaires, c'était à peu près moins de 30% de CO2 d'ici en 20 ou 30 ans, parce qu'on ne souscrit pas à notre politique étrangère, on ne souscrit pas à ce que font les États-Unis. Et les premiers réseaux de villes sont lancés comme ça. Et on voit d'emblée le caractère éminemment politique de l'action climatique locale, urbaine, dans les années 90. Et après ces premiers plans climat expérimentaux, ce sont toujours ces associations de villes qui ont diffusé, fait des campagnes de maires pour les plans climat, etc. Et qui ont permis à des milliers de villes d'avoir des plans climat. Les États ont ratifié beaucoup plus tard, en les rendant obligatoires dans certains cas, comme en France. Donc ça, c'est une histoire qui est intéressante parce que quand on parle de gouvernance du climat, il y a bien des échelles de gouvernance transnationales, parallèles, souvent invisibilisées, qu'on connaît assez peu, et qui agissent pas selon des directives européennes. Enfin voilà, les choses sont beaucoup plus complexes. Maintenant, effectivement, on peut se demander, même question, j'anticipe votre question, même question qu'à Bettina, quelle est l'efficacité de tout ça ? L'efficacité, les résultats, on peut citer 2 résultats. Donc, il y a eu l'action climatique urbaine, elle est importante. Il y a au moins 2 types de résultats. Le premier type de résultat, c'est que effectivement, on a vu des villes dès les années 90, alors c'était plutôt en Suède, en Allemagne, se doter d'objectifs de sortie des énergies fossiles. C'est à l'échelle locale que ça s'est inventé, cette question de la sortie des énergies fossiles. Avec CIE, relayé par Stockholm, relayé après par le gouvernement suédois, relayé après par d'autres États. Donc on a un front pionnier de la part de certaines villes, avant l'action des gouvernements. Et ces villes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles essaient de déployer notamment une production d'énergie locale, de renouvelable, parce qu'elles ont la main sur l'énergie. Elles ont des entreprises locales d'énergie, ce que nous n'avons pas en France. Et ces villes, disons que c'est les pionnières, elles restent exceptionnelles, elles sont pas nombreuses. Elles ont réussi à réduire leurs émissions de CO2 de 10 à 30% globalement, pas plus. Ça, c'est un premier résultat. Un autre résultat plus massif mais très insuffisant, c'est que en s'organisant en réseau, dans ces réseaux, ces villes ont reconsidéré leur manière de faire de l'urbanisme et de l'aménagement. Bon, ça c'est mon champ, je suis prof d'urbanisme. Et l'urbanisme et l'aménagement, c'est un levier assez important. Une spécialiste, une très bonne spécialiste des questions climat en France, Dominique Dron, disait que l'aménagement, c'est peut-être 50% de la réponse au problème du changement climatique. On peut faire beaucoup avec la planification, l'organisation de l'espace, etc. Et effectivement, on peut dire qu'il y a eu un tournant urbanistique et une autre façon de concevoir l'aménagement. Alors, ça reste fragmentaire, parcellaire, c'est-à-dire que les villes
On a beaucoup fait de travaux sur les villes bas carbone, les villes durables. Bon, elles n'ont jamais existé. C'est un référentiel pour l'action publique, un cap, un horizon. Mais beaucoup d'éléments de réponse ont été testés, mis au point, inventés, expérimentés. Et si on était capable de changer d'échelle, on aurait des réponses extrêmement robustes par rapport à ce qui a été expérimenté ça et là. Par exemple, je pense aux autoroutes cyclables qui permettent de désenclaver complètement les modes doux sur 40, 50, 60 km pour desservir l'arrière-pays. L'habitat passif qui peut être généralisé parfois, les circuits courts de production, le retour de l'artisanat en milieu urbain, la relocalisation de la production. Beaucoup de choses qui sont effectivement expérimentées par les villes, mais qui, pour l'instant, malheureusement depuis d'ailleurs 40 ans, sont toujours des poches, constituent des poches dans un horizon d'action urbaine beaucoup plus détendu, où les villes, dans leur fonctionnement, les métropoles en particulier, mais toutes les villes restent extrêmement dépendantes des énergies fossiles, des métaux rares, de l'annexion des terres agricoles, etc. Donc on a des... Ces villes contaminent leur environnement, je veux dire, vous parliez des terres agricoles, est-ce qu'elles incitent les citoyens à vivre autrement, à modifier leur comportement? Et au-dessus, est-ce qu'elles peuvent faire évoluer les politiques nationales? Oui, vous abordez un point qui est important, c'est le lien avec les modes de vie, de consommation et de production. Donc, dans l'urbanisme, on a une doctrine qui a changé, qui a vraiment changé. L'opérationnalité n'est pas à la hauteur, elle n'est pas à l'échelle. Elle s'est opérationnalisée par fragments. Mais donc ça, c'est une limite, si vous voulez, très importante. C'est les expériences qu'on a en Europe depuis pas mal de temps. Elles ne concernent pas la totalité des populations urbaines, elles ne concernent pas l'ensemble des villes. Ça, c'est clair. Mais une autre difficulté, et celle-là est de taille, et ça rejaillit sur votre question, c'est que 75% en France de l'énergie qu'on consomme ne vient pas de l'électricité, du chauffage ou des carburants, mais vient de l'énergie grise des biens de consommation. Ça veut dire que, en fait, quand une ville s'occupe d'habitat, de transport, elle agit sur 25% du problème. Donc, c'est extrêmement complexe et systémique. Alors ça, on a mis du temps à se rendre compte que l'énergie grise, ça fait la pluie et le beau temps. Une grande partie de nos émissions de CO2 sont liées aux biens de consommation, aux biens d'équipement aussi, aux infrastructures, aux routes, aux ponts, en fait, toute l'énergie grise qui est dans cette matérialité qui nous entoure. Et je dirais que dès lors, les questions se déplacent pour les villes. Ça ne veut pas dire que les villes ne sont plus valides pour agir. Elles sont toujours, il y a toujours une légitimité à l'action urbaine, mais qu'elles se déplacent. Et les villes les plus avancées dans la réflexion adressent maintenant la question des modes de production. C'est les Fab Cities, les villes fabricantes. Et la grande question, c'est est-ce que ces pouvoirs locaux, ces villes, sont en mesure de faire évoluer les modes de production et de consommation ? C'est-à-dire finalement de promouvoir une économie dont les flux matériels seraient relocalisés, circulaires, décarbonés. Certaines ont des politiques d'achat de biens durables ou plus ou moins décarbonés. C'est relativement anecdotique par rapport à tout ce que les consommateurs consomment, tous les citadins. Donc on voit bien que la question clé, ça va bien au-delà des transports, de l'habitat, de l'urbanisme, mais que est-ce qu'on peut agir à l'échelle locale pour déployer une autre économie qui s'oppose à l'économie métropolitaine hors sol, spéculative. Et bien sûr, si les villes ont le pouvoir d'expérimenter, elles expérimentent. Je pense à Barcelone en ce moment, mais elles n'ont pas, bien sûr, le pouvoir d'entraîner l'ensemble des acteurs et de faire face à toutes les hostilités des acteurs dominants, les hostilités des acteurs économiques en particulier. Donc on peut avoir comme ça des Fab Labs, des circuits courts, des ateliers urbains qui réinventent des produits de proximité, distribués en proximité, consommés en proximité. Mais là encore, ce sont des poches expérimentales dans une marée de production déterritorialisée. Voilà. Après, donc, la question des citoyens que vous posez, je pense qu'elle est effectivement cruciale. Je pense que
les expériences les plus abouties qu'on peut voir, c'est des expériences de coalition territoriale où des pouvoirs municipaux volontaires, main dans la main avec des initiatives citoyennes et des acteurs d'une économie reterritorialisée, tentent de changer de trajectoire de développement. Mais comment on peut changer de trajectoire de développement à l'échelle locale ? C'est toute la question. C'est toute la difficulté. Voilà. Mais sur le terrain, on peut Est-ce que l'un des leviers auxquels les collectivités commencent à actionner n'est pas l'alimentation ? On voit aujourd'hui des collectivités en France et ailleurs qui montent des plans alimentaires territoriaux pour essayer d'abord de renouer avec les campagnes, de tisser des liens directs entre producteurs et consommateurs. La région Île-de-France, par exemple, essaye de dynamiser un petit peu certaines productions alimentaires. Est-ce que ça, c'est un levier efficace pour à la fois recréer la relation entre la ville et la campagne que Braudel nous a décrite et agir sur la consommation d'aliments, sur... C'est pas une initiative récente, mais donc elle est en œuvre depuis pas mal de temps, mais ces circuits courts ne sont pas destinés à toutes les catégories de population. Là, on retombe sur la question sociale. Et effectivement, on a des effets de gentrification et des effets de segmentation des classes de consommateurs. Donc, malheureusement, ça ne s'adresse pas à toutes les catégories sociales, de la même manière que d'autres évolutions de mode de vie, comme le véganisme, etc. Donc, la question, c'est comment entraîner toute la population, tous les segments de la population dans une dynamique de transition. Et là, quand on a des villes qui travaillent avec des habitants, il y a un peu deux catégories d'initiatives habitantes. Il y a celles qui sont estampillées, labellisées transition, et elles sont pas négligées, elles sont très importantes. Par exemple, vous parlez de l'alimentation, mais on peut parler de la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a un mouvement de fond sur des projets citoyens de production d'énergie renouvelable. 300 projets en France, des collectifs citoyens qui installent des parcs éoliens, voilà, beaucoup de choses, 600 mégawatts, et le mouvement est en train de se déployer. Mais ce sont des gens diplômés, convaincus, voilà. Et il y a aussi, en fait, toute une autre catégorie de mobilisation silencieuse, de pratiques qui ne sont pas visibles, qui sont invisibilisés et sur lesquels il serait très important de s'appuyer pour redéfinir les objectifs de transition différemment par le bas. Parce qu'en fait, ça c'est plutôt des thèses, c'est plutôt à l'échelle de recherche, mais il y a une écologie populaire, il y a des pratiques de sobriété, il y a des pratiques de restauration des milieux, d'attention à la biodiversité, de soins vis-à-vis du territoire, y compris dans des quartiers d'habitat social. Sauf que ce n'est pas vu, ce n'est pas... alors là, c'est pas du tout estampillé transition, c'est même pas au nom de la transition que ces pratiques ont lieu, mais elles mettent en scène des façons de vivre avec le vivant, de réparer le territoire, et je pense qu'on a vraiment besoin de reconsidérer complètement ces pratiques populaires pour désenclaver la transition et ne pas partir seulement des initiatives portées par des classes bien éduquées, qui sont très importantes, hein, mais qui ne suffisent pas et qui créent aussi un gap, un gouffre et même un rejet des questions de transition, des mots d'écologie, de biodiversité chez certaines catégories populaires, parce que elles n'ont pas l'impression on parle pas d'elles, on parle pas de leur avenir, on parle pas des enjeux qui les préoccupent au quotidien. Alors que par leur sobriété subie, par tout un tas de pratiques parfois, elles peuvent grandement participer à la résilience d'un territoire, à son adaptation. On parlait des enjeux d'adaptation. Et en fait, il y a plein de savoirs locaux extrêmement intéressants à revisiter du côté des classes populaires. Et ça, c'est un chantier assez vierge. Mais voilà, quelques villes travaillent dans ce sens-là en Île-de-France. C'est un peu le début. J'avais le souvenir au Royaume-Uni de collectivités qui organisaient des concours d'efficacité énergétique qui opposaient différentes rues.
Et donc il y avait au hasard Oxford Street qui était opposé à Birmingham Street, et donc toutes les semaines on relevait les compteurs au sens propre et on voyait qui avait fait le plus gros effort. Donc évidemment on informait les uns et les autres des efforts réalisés, et ça crée une véritable émulation. En plus, bien sûr, il y avait des espèces d'ambassadeurs de la collectivité qui venaient voir les foyers, qui leur expliquaient les bons gestes, les mauvais gestes, et ça finissait par se diffuser un petit peu dans toute la ville. Et on voyait que ces villes, avec une opération assez ludique finalement, arrivaient à sensibiliser, former sa population sans qu'elle perçoive forcément la moindre contrainte possible. Est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça qui ont donné de bons résultats ? Oui, beaucoup, mais ça suppose des formes de gestion bien communes, c'est-à-dire l'autorisation donnée par les pouvoirs publics pour agir, pour transformer sa rue, son quartier, sa ville. Alors ça, c'est très anglo-saxon, c'est le do-it-yourself, l'urbanisme do-it-yourself, donc c'est très prégnant dans le monde anglo-saxon, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, dans des formes politiques, dans des démocratie, en fait, qui misent sur, qui n'ont pas peur des espaces gérés en commun, qui ne le réduisent pas à une initiative communautariste, parce qu'en France, on ramène tout sur le communautarisme. Or, c'est créer des communs en pied d'immeuble. Voilà, ça peut être effectivement extrêmement important pour faire nourrir et donner envie aux habitants de s'impliquer dans la réparation territoriale de leur milieu de vie, parce qu'on peut réparer beaucoup écologiquement à l'échelle locale. Parfois, on parlait de l'alimentation, il y a des phénomènes d'ampleur. À Sao Paulo, il y a un mouvement des jardiniers, par exemple, et ces jardiniers de Sao Paulo ont mis en culture beaucoup d'espaces interstitiels de la ville, y compris des ronds-points. Ils se sont saisis d'espaces publics qu'ils ont plantés, et par rapport aux enjeux du changement climatique, ont introduit des plantes cultivées anciennes, les panques, qu'on appelle les panques, parce qu'elles résistaient mieux à la sécheresse, etc. Du coup, on réinventé une gastronomie, une biodiversité culturelle, et ont complètement recomposé le paysage de la ville. Et ça, c'est un mouvement qui n'est pas piloté par la municipalité, c'est endogène, c'est spontané. Donc il y a voilà des initiatives, il y en a partout en fait dans tous les contextes, mais ça suppose qu'on lâche un peu l'espace public, c'est-à-dire qu'on donne l'autorisation aux citoyens de se réapproprier son milieu de vie. Et en France, on est un peu bloqué là-dessus, ou alors si on le fait, c'est avec des permis très délimités, et c'est très contraignant, et ça ne permet pas, ça ne laisse pas assez de liberté en fait. J'en reviens à mon idée fixe, la lutte contre le réchauffement, c'est un projet de société, y compris au niveau local. Est-ce que c'est aussi un moyen de réduire la fracture sociale ? Tout dépend de la manière dont on le fait. Ce qui est clair, c'est que si on ne lutte pas contre le changement climatique, les conséquences du changement climatique qu'on l'observe depuis tant de temps sont totalement ségrégatives. Ceux qui trinquent, on le sait depuis très longtemps, ce sont les personnes les plus vulnérables, que ce soit ici ou dans les pays des Suds. Donc ça se chiffre en nombre de victimes, en nombre de morts, en pourcentage du PIB. Il y avait un bouquin qui expliquait ça très bien, qui s'appelle « Climate of Injustice », un climat d'injustice. Donc ce qui est clair, c'est que ne rien faire aggrave considérablement les inégalités. Voilà. Ensuite, si quand on promeut des solutions, on promeut des écoquartiers, des villes en vélo, sans penser le vélo dans le périurbain à 30 km, ou des formes d'auto-réhabilitation qui permettront à tout le monde d'isoler thermiquement leur habitat, eh bien, on aggrave effectivement les inégalités. Donc, tout dépend des façons d'aller vers la transition. Aujourd'hui, elles sont plutôt ségrégatives. Voilà. Parce que elles sont aussi, la transition, c'est aussi un business confisqué, relativement confisqué par des entreprises, des marchés, alors que la seule chose qui est robuste, c'est effectivement de miser sur la sobriété, la réduction des consommations d'énergie, et dans la masse, c'est-à-dire à l'échelle où ça se pose. Donc avec de la réhabilitation thermique en masse, ce qui suppose sans doute de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on n'a pas les moyens. Enfin, on n'a pas mis les moyens, du moins. Donc, et le réaménagement complet pour que, à 30 km, on puisse quand même facilement venir en vélo, comme on le fait
à partir de Copenhague ou dans les modèles d'autoroutes cyclables à Berlin, etc. Ce sont des choix d'aménagement qui... le citoyen ne peut pas faire ça. Il ne peut le faire que si l'aménagement du milieu s'y prête. Il n'est pas kamikaze, il ne va pas risquer sa vie. Donc c'est d'abord des questions d'aménagement, les modes doux. Voilà. Merci Cyria Emelianov. Jean-Michel Fourniau, est-ce que à votre point de vue, les citoyens sont convaincus qu'il faut y aller, ou est-ce qu'ils ont encore besoin d'être sensibilisés, ou est-ce que ça dépend des endroits, ça dépend des classes? Alors, merci et bonsoir. Merci de l'invitation. Bonsoir. Alors pour répondre à cette question, je voudrais le faire sur deux plans un peu différents. Sur le plan de l'opinion d'abord, et puis pour aller dans le sens de ce qu'a dit Cyria Emelianov, sur l'idée que il y a une pluralité de manières d'envisager la place des citoyens dans les politiques climatiques, mais aussi d'envisager la transition écologique elle-même, et que voilà, il faut détailler un peu ça. Alors si on regarde du côté de l'opinion, on parle aujourd'hui vraiment notamment par exemple le dernier baromètre de l'ADEME, qui fait un baromètre depuis 2005 sur la représentation du changement climatique, c'est son titre, mais il teste plus généralement les questions d'environnement. Le dernier rapport parle vraiment d'un point de basculement, et qui est constaté dans d'autres enquêtes par le fait que la priorité aux questions écologiques et environnementale. La question porte sur la priorité à l'environnement et la transition écologique. Maintenant, elle est formulée comme ça. Et c'est vraiment installé en deuxième position, mais de manière durable, dans tous ces baromètres, sachant qu'en première position, ça varie un peu suivant les périodes. Ça peut être l'emploi. En ce moment, c'est plutôt la question de hausse des prix. Voilà. Donc, la première préoccupation, elle est toujours assez circonstancielle. Et la deuxième, qui est une sorte de ligne de fond, c'est bien la question de l'environnement et la transition écologique. Et dans cette question, c'est bien la question du changement climatique qui maintenant vient tout à fait en tête, qui fait que le dernier rapport parle d'un point de basculement des opinions directement lié à l'occurrence d'événements climatiques hors normes. L'enquête a été faite en mai 2022, donc avant quand même les grandes sécheresses. C'est pas simplement l'enregistrement de la sécheresse de l'été 2022. Il y a vraiment ce basculement de l'opinion qui est constaté dans beaucoup des enquêtes. Et donc, comme c'est un basculement, il concerne un peu l'ensemble des opinions. Une des choses intéressantes dans le baromètre de l'ADEME, c'est ils posent la question à la fois à l'opinion, ils posent la question aux élus pour voir s'il y a des différences. Et pendant longtemps, il y avait des différences assez marquées, les élus étant pas forcément plus convaincus du changement climatique que l'opinion. Et c'est ce je pense, de deuxième aspect, du côté des mobilisations sociales, quand même, on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes, dans toutes ses contradictions, dans toute sa complexité, a quand même été d'abord suscité par des questions liées à la transition écologique. Alors, on peut le considérer que ça a été de manière négative, c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a eu dans cette période, depuis 2018, depuis l'automne 2018, c'est l'explosion du mouvement des Gilets jaunes, mais c'est aussi la création des mouvements de jeunes pour le climat. Les premières grèves climatiques sont lancées par Greta Thunberg à la rentrée de 2018 et gagnent l'Europe plutôt en décembre de 2018. L'affaire du siècle, c'est pareil, de décembre 2018, début 2019, une pétition qui a atteint 2 millions de signatures très rapidement. Donc on voit que ce basculement de l'opinion, il s'accompagne aussi de mobilisations très fortes, tout à fait, et qui prennent des formes, que ce soit les gilets jaunes ou les grèves climatiques ou la création de Youth for Climate ou Extinction Rebellion, des mouvements activistes et qui mettent en avant la désobéissance civile, donc qui sont des formes d'action nouvelles aussi.
Et puis, il y a le troisième niveau, c'est alors ce qu'évoquait Syria Emelianov, cette forme d'écologie populaire, en tout cas, un grand nombre d'initiatives pour la transition écologique. Alors, le programme qui a été cité, où on a regardé les expérimentations démocratiques pour la transition écologique, a été de 12 programmes de recherche et qui comportaient sur des choses très différentes, des coopératives, des jardins partagés, des coopératives d'habitat, des coopératives d'énergie, à chaque fois là, en sélectionnant plutôt des cas où les questions de précarité étaient tout à fait au centre du modèle économique, parce que les coopératives, même citoyennes d'énergie, elles sont assez différentes justement en termes de ce qu'elles mettent en avant. Ça peut être d'abord des coopératives de production, ou ça peut être justement, elles peuvent mettre en avant la question de la précarité énergétique et de comment sortir de la précarité énergétique de différentes manières. Des coopératives d'emploi aussi qui se posent ces questions-là, des magasins gratuits, des questions, des démarches de démocratie alimentaire, aussi d'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation, la mise en place d'économies circulaires, etc. Bon, il y avait des formes très différentes et je crois que ça c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça pose la question du développement d'un pouvoir d'agir des habitants et ça pose très concrètement l'idée de pluralité de manière d'aborder les questions de la transition écologique et les questions climatiques. Mais j'élargis un peu, parce que c'est souvent plutôt posé d'abord en termes de transition écologique, et dedans il y a le climat, mais il y a la biodiversité, il y a la question des ressources en eau, il y a tout un tas il y a ces questions de précarité, et donc d'accès aux ressources qui sont posées. Et j'irais tout à fait dans le sens de ce que disait Syria tout à l'heure, c'est-à-dire que très souvent les politiques publiques, en tout cas en France, envisagent l'implication des citoyens dans l'action pour la transition écologique, d'abord sous l'angle de l'incitation ou de l'injonction à l'adaptation ou au changement ou à la résilience, et que c'est plutôt ces notions qui sont installées dans le débat public ces dernières années. Alors on voit à travers toutes ces initiatives un pluralisme très fort des modes de relation des humains à l'environnement, et donc aussi des modes des manières d'envisager la transition très différentes. Je pense que c'est intéressant de dire autour de la transition écologique et reprendre le terme de transition qui n'est pas un terme forgé dans le domaine de l'écologie, qui vient notamment dans le domaine démographique ou dans le domaine politique. On a parlé de transition démocratique au moment de la chute du mur de Berlin. On parle de transition démographique pour parler de nos sociétés qui vieillissent, par exemple. Donc c'est un concept qui existe depuis longtemps. Et donc l'acception la première qui vient le plus naturellement, c'est l'idée de passage d'une situation à une autre. Mais c'est une idée qui s'applique très mal à la question climatique, parce que justement, même si les rapports du GIEC, je me souviens du 6e, il y a 5-6 ans, là, qui présentaient comme ça un grand schéma qui finissait avec des planètes plus ou moins rouges ou plus ou moins vertes, et donc qui décrivait, qui était un schéma de décision, un processus, une forme de processus de décision qui montrait des chemins pour aller avec des points où il fallait délibérer. Il y avait 3 bonhommes dans des petits ronds qui décidaient d'emprunter tel ou tel chemin. Mais donc ça portait l'idée de chemin, mais ça dessinait déjà des horizons. Donc ça, c'est une conception de la transition où en fait on peut dessiner déjà dès maintenant où on va, et donc pour une part procéder par injonction pour dire c'est là qu'il faut aller. Et c'est vrai que le GIEC, avec l'idée des 1,5 ou des 2 degrés, etc., pousse beaucoup quand même dans ce sens pour faire prendre conscience du climat. Mais on voit que dans les mouvements citoyens, je pense par exemple, une association comme Colibri a beaucoup mis ça en avant. L'idée, c'est pas le but à atteindre. L'idée, c'est de transitionner. Ce qui compte, c'est le verbe, c'est de se mettre à agir. Et donc, c'est une autre conception finalement de la transition. Ce qui compte
plus qu'un but à atteindre qui nécessiterait de définir les modalités pour atteindre ce but, c'est de se mettre dans l'action. Alors la différence, c'est quoi? C'est s'il y a d'une certaine manière la manière de participer et la question de la participation des citoyens est un peu différente. S'il s'agit de définir des modalités pour atteindre un but défini, on a déjà beaucoup d'outils de démocratie environnementale qui définissent justement des modes de délibération. Bon, la réalité et la capacité d'influence réelle sur les décisions est souvent très faible, mais on pourrait y revenir, on peut les imaginer et imaginer de transformer assez profondément nos institutions pour donner une place plus forte aux citoyens. Mais on peut aussi voir, et c'est l'idée de démocratie écologique aussi qui est par rapport à la démocratie environnementale, qui ne se situe pas simplement dans l'idée de mettre en place des procédures pour passer d'une situation à une autre, mais d'accompagner des formes de justement l'action même d'entrée en transition, et donc qui suppose de comparer les différents chemins, d'apprécier les temporalités, de laisser une grande pluralité aux expériences. Et ça, en France, on voit que c'est extrêmement difficile. Et c'était un des constats faits à l'issue du programme, c'est que dans toutes ces expérimentations, les rapports avec l'État sont extrêmement complexes parce que l'État veut soit pousser les expérimentations pour se dire elles sont généralisables, et d'ailleurs dans la loi maintenant il y a une loi qui permet les expérimentations, mais tout à fait dans ce sens, c'est-à-dire on fait une expérimentation locale pour généraliser ensuite. La question c'est de pouvoir généraliser, alors que la plupart des expérimentations elles sont locales, inscrites dans une situation locale, et elles ne se pensent pas elles-mêmes comme devant se généraliser sous la forme d'un cahier des charges en quelque sorte qu'on pourrait généraliser. Et elles se pensent plutôt justement ce qui essaye de se penser dans ces expérimentations, c'est la manière d'essaimer, de se mailler à d'autres expérimentations. Et donc, c'est pas du tout la même logique que celle de définir un cahier des charges qui pourrait être reproductible à différentes échelles. Et donc ça, c'est vraiment la difficulté du rapport avec les pouvoirs publics à l'échelle locale et surtout à l'échelle nationale. C'est souvent celle-ci qui est que les autorités veulent d'abord encadrer ces expérimentations plutôt que de les laisser vivre et les laisser justement s'approfondir pour pouvoir essaimer comme ça s'est passé dans ce que disaient les réseaux de villes et tout ça, qui ne sont voilà, c'est une forme d'essaimage horizontal qui n'a pas suivi, qui n'a pas été encadré par les formes de négociation gouvernementale. Donc laisser ces pluralités. Je pense que donc le passage à l'action, il existe. Dans les expérimentations qu'on a suivies dans le programme, cette question de la justice sociale, ces questions de précarité étaient très présentes. Donc je ne saurais pas dire, évidemment... mais en tout cas, elle donne ces expérimentations qu'on a suivies plus particulièrement, donner justement une image différente de l'image qui est trop souvent collée à ces expérimentations qu'on peut résumer par le fait qu'elles sont... C'est une affaire de bobo, quoi. L'écologie, c'est une affaire de bobo. Au contraire, on voit qu'il y a effectivement une écologie populaire et que les gens qui sont contraires à la sobriété, ils essayent de penser ça comme à travers des différents types d'expérimentations qui organisent de nouvelles formes de solidarité entre eux, qui prennent en compte ces questions de sobriété et de transition écologique. Jean-Michel Fourneau, vous nous dites finalement qu'il y a un formidable terreau, qu'il est extrêmement fertile. Qu'est-ce qui fait que le personnel politique ne s'empare pas du sujet, ne fasse pas des programmes politiques à vocation environnementale, climatique,
et pour renouveler à la fois la politique, l'offre politique, alors que visiblement les citoyens sont prêts à entendre ça et à agir. Oui, je pense qu'effectivement aujourd'hui les citoyens sont tout à fait et c'est même il y a eu des enquêtes comparatives en Europe qui le montrent assez souvent sur différents sujets liés à la transition écologique, que souvent les citoyens sont prêts, et la Convention citoyenne pour le climat l'a montré de manière tout à fait remarquable, que les citoyens sont prêts à aller beaucoup plus loin que ce que les élus sont prêts à faire. Donc les élus ont souvent une représentation de ce que pensent les citoyens qui est fausse, au sens où ils pensent que les citoyens n'accepteraient pas, et ils posent des questions en termes d'acceptabilité des décisions, alors que l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat est assez remarquable pour ça. Si on regarde l'écart entre les propositions de la Convention, le rapport remis au président de la République en juin 2020 et la loi climat-résilience, il y a un écart énorme. Or, le mandat de la Convention était clair, c'était réduire on était encore à moins 40%. C'est pendant la Convention que l'Europe a passé à moins 55%. C'était de réduire de moins 40% les émissions. Et les experts, ont trouvé que c'était extrêmement compliqué d'évaluer l'ensemble des propositions de la Convention. Mais grosso modo, ils leur ont dit, si c'est mis en œuvre ensemble, on devrait atteindre l'objectif. Et en gros, sur chacune des mesures, il y a beaucoup qui n'ont pas été reprises, et celles qui ont été reprises, c'est tout le temps en baissant les seuils, etc. Donc ce qui est clair, c'est que la loi climat et résilience, elle n'atteint pas ses objectifs, sans doute moins de la moitié d'après quelques chiffrages qui ont pu être faits, mais qui sont toujours compliqués à faire parce que justement ça dépend beaucoup de l'ensemble des mesures qui sont prises, de la temporalité dans laquelle elles sont prises, leur effectivité. La question de l'effectivité dépend quand même beaucoup de ça. Alors, pourquoi les politiques ne le prennent pas en compte ? Je pense que c'est... résumé par un exemple, la Convention citoyenne pour le climat a proposé de mettre dans le préambule de la Constitution la question de l'environnement. Et quand Macron les a reçus à l'Élysée le 29 juin 2020, il a dit joker là-dessus. Il n'est pas question de ça, parce que ça mettrait la question de l'écologie au-dessus des intérêts économiques, et ça, c'est pas possible dans la Constitution. Donc c'est cette vision-là d'une hiérarchie des intérêts que le climat vient bouleverser aujourd'hui. C'est toute la difficulté. C'est l'urgence climatique vient bouleverser les priorités de l'action publique. Or, il n'y a pas du côté des gouvernants, je dirais plutôt que de la classe politique, mais sans doute ça va ensemble. Il y a pas pour le coup, il n'y a pas d'acceptation de l'idée de ce bouleversement des priorités nécessaires. Ou alors, ça vient doucement. Bettina Laville a raconté l'histoire. Les choses avancent, mais ça avance doucement et plus lentement que le réchauffement climatique. Bettina Laville, vous avez créé le Comité 21, qui est un carrefour à la fois du monde de l'entreprise, du politique et des collectivités. Est-ce que la nouvelle génération de responsables, avec des guillemets, est-ce qu'elle est prête finalement à changer, à s'emparer de ce sujet, ou est-ce qu'elle reste pétrifiée selon le portrait que nous en a dressé M. Fourniou ? Alors, d'abord, le Comité 21 est effectivement à 4 collèges, donc collectivités, entreprises et organismes de recherche, universités et associations, puis un collège citoyen. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous appelez politique. Effectivement, il y a des composantes politiques, mais c'est pas un endroit, c'est un endroit politique par... comment dirais-je, pas par essence, mais par conséquence, si j'ose dire. Alors, pour les jeunes, effectivement, on a d'ailleurs publié une note il y a à peu près un an, très, très, très fouillée sur les jeunes. Moi, je pense qu'il y a 3 choses. Il y a, premièrement, grosso modo, les jeunes sont extrêmement sensibilisés sur le climat, mais il faut quand même bien dire que ça suit les inégalités
de tout le pays, c'est plutôt les jeunes diplômés, etc. Non pas d'ailleurs, et moi je suis très sensible à ce concept d'écologie populaire, non pas d'ailleurs que des jeunes n'aient pas des pratiques écologiques quand ils sont dans les milieux populaires, mais je dirais c'est sans le savoir, comme Cyrielle a dit, c'est sans militantisme, si vous voulez. Le sujet, c'est le militantisme. Très souvent, ils ont d'autres militantismes, mais peut-être pas forcément celui-là. Ils ont par exemple des militantismes sportifs, souvent, dans lesquels il y a une demande d'écologie, presque, en tout cas une demande de nature. Voilà. Je fais partie des gens qui considèrent qu'on a beaucoup abîmé les concepts en appelant la nature la biodiversité, parce que la nature, ça parle à tout le monde, et la biodiversité, ça parle à moins de gens. Bon, donc ça, c'est évident. Deuxièmement, chez ces catégories engagées, il y a une très grande anxiété. On a tous des étudiants, etc. Il y a une très grande anxiété. Et il y a une anxiété, je dirais, de deux ordres. Alors moi, c'est un peu subjectif, ce que je dis, mais dans les conférences ou les étudiants que je peux voir, etc., c'est une anxiété silencieuse ou bien une anxiété révoltée. Alors l'anxiété révoltée, c'est le militantisme, c'est les marches, etc. Bien pire est l'anxiété silencieuse, c'est-à-dire un peu comme on est effectivement sidéré devant un prochain effondrement et tout. Pour ça, d'ailleurs, je reviens à mes affaires macro, si j'ose dire. Le GIEC mérite d'être lu là-dessus, parce que le GIEC donne un signe qui est une survie, comme je l'ai dit, mais une survie possible, je veux dire. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre, parce que quand vous parlez survie, vous parlez risque d'effondrement qui, effectivement, j'allais dire 50-50 avec la survie. Et c'est pas ce que les scientifiques disent. Voilà. Donc ça, c'est important. Et troisièmement, au niveau de la jeunesse, moi, je pense, et pour ça, je suis je comprends très bien l'évolution du mot transition. C'est vrai que nous avons choisi, alors c'est de la sémantique, mais on a choisi transformation au comité 21. Moi, je tiens beaucoup à ce mot transformation parce que je crois que la transition est un mot aujourd'hui trop faible par rapport à ce qui nous arrive. Et je pense en plus que la transition, quand on dit transition, ça veut dire qu'on va vers quelque chose, en fait. Franchement, on ne sait pas quoi, je veux dire. Et c'est ça la difficulté du sujet. La transformation, je trouve que la transformation, comme la sobriété, en fait, les deux, ça fait beaucoup plus appel aux ressources personnelles dont Cyria a parlé, etc., aux ressources, je dirais, spirituelles, philosophiques, de vie, de pratiques de vie individuelle. Et quand vous avez une bonne critique des politiques là-dessus, alors je vais pas me mettre, surtout en ce moment, à défendre à cette table les politiques, parce que c'est pas mon office, c'est pas non plus forcément mon avis. Une assez grosse expérience là-dessus, donc peut-être beaucoup de recul. Mais ce qui me frappe, moi, en particulier chez les jeunes, et ça, je trouve ça extrêmement encourageant, et je pense que ça s'adresse enfin, je veux dire, c'est la caractéristique de beaucoup de citoyens. Il y a quelque chose qu'on ne supporte plus, c'est la contradiction entre les comportements individuels et, j'allais dire, les discours collectifs. Et ça, si vous voulez, moi je trouve que c'est une inspiration extrêmement forte chez les jeunes. C'est-à-dire quand vous leur faites de beaux discours, c'est pas mon cas, en descendant d'un avion de Marseille, ils vous croient pas. Je veux dire, voilà. Et je pense qu'il y a une montée comme ça des citoyens. Moi, j'ai une équipe au comité 21 pourtant c'était Glasgow, c'était la COP 26, qui m'a interrogé fortement sur, on y était ensemble, sur la délégation que j'avais du comité 21. On était 3. On a pris l'avion et qui m'a dit mais non, on va se réduire à 2. Je veux dire, c'est pas possible. Et donc, et ça, je trouve que c'est très important. Et ça, c'est un levier démocratique justement
extrêmement important. N'oubliez pas une chose, c'est que le GIEC, on le disait tout à l'heure en préparant la conférence, le GIEC a dit, c'est vous qui le disiez, dans sa dernière partie, que finalement, pour arriver à contenir les émissions, la démocratie, avec tous ses défauts, c'était pas si mal que ça. À l'exception de tous les autres régimes, comme disait Winston. Merci beaucoup Valérie, merci à tous nos intervenants. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.